Un millionnaire perd accidentellement son portefeuille, mais une petite mendiante le trouve et en le lui rendant, lui demande « Monsieur, pourquoi avez-vous une photo de ma mère ?» Le millionnaire manque de s'évanouir de choc. Antoine Dubois marchait d'un pas assuré sur les pavés irréguliers de Montmartre, vêtu, comme à son habitude, d'un élégant manteau en cachemire gris anthracite, une écharpe en soie bleu nuit parfaitement nouée autour de son cou. À 52 ans, il était l'un des entrepreneurs les plus prospères de Paris. Propriétaire de plusieurs entreprises dans le secteur de la haute technologie et de l'immobilier de luxe, il menait une vie enviée, ponctuée de dîners dans les meilleurs restaurants, de voyages en jet privé et de soirées de gala où l'élite parisienne se pressait pour lui serrer la main. Pourtant, sous cette façade de réussite éclatante, se cachait une solitude abyssale que ni l'argent ni le succès ne parvenaient à combler. Ce jour-là, Antoine s'était octroyé une rare pause loin de ses bureaux perchés au dernier étage d'un immeuble haussmannien, non loin de l'avenue des Champs-Élysées. Il aimait parfois se perdre dans le dédale des ruelles de Montmartre, retrouver le charme bohème de ce quartier où l'art, la musique et l'imprévu semblaient encore survivre à l'oppression du temps et du progrès. Il s'arrêta quelques instants devant un peintre de rue, observant le portrait d'un couple âgé se faire esquisser sous les coups précis d'un fusain. Le vent portait des effluves de café mêlés aux arômes sucrés des crêpes vendues à l'angle de la place du Tertre. Plongé dans ses pensées, il glissa la main dans la poche intérieure de sa veste pour vérifier la présence rassurante de son portefeuille. Un geste machinal, presque superstitieux. Pourtant, son cœur manqua un battement lorsqu'il constata que la poche était vide. Pris d'un frisson, il fouilla nerveusement toutes ses poches, rien. Son portefeuille, en cuir italien noir, contenant ses cartes bancaires, ses papiers d'identité et surtout une vieille photographie qu'il n'avait jamais osé retirer depuis des décennies, avait disparu. La panique monta en lui, plus intense que ne l'aurait laissé penser son flegme habituel. Comment un homme aussi méticuleux que lui avait-il pu être aussi négligent? Était-ce un vol? Une simple inattention? Antoine repassa mentalement le trajet parcouru depuis qu'il avait quitté son chauffeur sur le boulevard de Clichy. Il se rappelait avoir payé un café dans un bistrot 1 heure plus tôt, c'était peut-être à ce moment-là, ou alors en sortant de la boutique de livres anciens. Il entreprit de rebrousser chemin, scrutant chaque recoin, chaque regard croisé, dans l'espoir vain d'apercevoir son portefeuille abandonné quelque part, ou, plus improbable encore, de tomber sur une âme charitable. À quelques rues de là, sous un porche décrépit de la rue des Trois Frères, une petite silhouette observait discrètement le balai incessant des passants. Elle s'appelait Élodie. Âgée de seulement 8 ans, la fillette vivait dans la rue depuis plus d'1 an, depuis le jour où sa mère, Madeleine, avait mystérieusement disparu sans laisser la moindre trace. Depuis ce jour tragique, Élodie survivait comme elle pouvait, ramassant des bouteilles, quémandant quelques pièces ou espérant trouver quelque chose de valeur tombé des poches d'un passant distrait. Ce matin-là, alors qu'elle fouillait entre les bancs publics et les trottoirs humides, son regard fut attiré par un objet noir posé contre le pied d'une fontaine. Elle s'en approcha prudemment, le ramassa et découvrit avec étonnement un portefeuille luxueux, lourd, manifestement appartenant à quelqu'un d'important. D'un geste instinctif, elle regarda autour d'elle, comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un surgisse pour le lui arracher des mains. Mais personne ne sembla remarquer la scène. Elle se réfugia rapidement dans une petite cour dissimulée derrière un tas de palettes, là où elle avait l'habitude de se cacher pour compter ses maigres trouvailles. Avec des gestes tremblants, elle ouvrit le portefeuille. À l'intérieur, plusieurs cartes bancaires au nom d'Antoine Dubois, une carte d'identité, quelques billets soigneusement pliés et, coincés dans un compartiment en cuir, une photo ancienne. Elle la sortit, la déplia et son cœur faillit s'arrêter. Sous ses yeux se trouvait le visage souriant d'une jeune femme dans la vingtaine, une femme dont les traits lui étaient terriblement familiers, une femme qu'elle connaissait mieux que quiconque, sa propre mère, Madeleine. Un mélange d'émotions, de peur et de confusion submergea la petite Élodie. Comment cette photo avait-elle pu se retrouver dans le portefeuille d'un inconnu, qui, à en juger par ses papiers, était l'un de ces hommes riches qu'elle observait parfois de loin, sans jamais imaginer leur adresser la parole? Les pensées se bousculaient dans son esprit. Était-ce une coïncidence? Était-il un ami de sa mère? Ou quelque chose de plus? Le regard d'Élodie se perdit un instant dans le vide. Elle caressa doucement la photo, comme pour s'assurer qu'elle était bien réelle.
Puis, déterminée, elle prit une décision qui allait changer le cours de sa vie. Elle allait retrouver cet Antoine Dubois. Elle allait lui rendre son portefeuille, oui, mais surtout, elle allait lui poser la question qui brûlait désormais ses lèvres et son cœur. Pourquoi cet homme possédait-il une photo de sa mère? Munie de la carte d'identité trouvée dans le portefeuille, Élodie entreprit de demander aux commerçants du quartier s'ils connaissaient cet homme. La plupart la regardèrent avec indifférence, d'autres avec méfiance. Mais un fleuriste, attendri par ses yeux grands ouverts et pleins de détresse, lui indiqua qu'il avait vu un homme ressemblant à la photo partir vers la place du Tertre. Sans perdre une seconde, Élodie courut, bousculant quelques passants, ignorant les regards réprobateurs. Elle scruta la foule, le cœur battant, jusqu'à apercevoir une silhouette élégante, semblant chercher quelque chose à terre, les yeux inquiets. Elle n'avait aucun doute, c'était lui. Prenant une grande inspiration, elle s'approcha à pas rapides, se plaça face à lui, et avant qu'il n'ait le temps de réagir, elle tendit le portefeuille en disant d'une voix à la fois tremblante et déterminée « Monsieur, je crois que vous avez perdu ceci. » Antoine, surpris, leva les yeux vers elle. Il s'apprêtait à la remercier poliment quand la petite ajouta, fixant ses yeux dans les siens, avec une intensité déconcertante « Mais pourquoi avez-vous une photo de ma maman dans votre portefeuille ?» Le monde sembla s'arrêter. Le visage d'Antoine se décomposa instantanément, perdant toute sa couleur. Sa respiration se coupa. Ses mains tremblèrent légèrement alors qu'il récupérait le portefeuille, sans pouvoir détourner le regard de cette petite fille au visage si familier. Son esprit se vida, incapable de formuler la moindre réponse cohérente. Un vertige l'envahit. Il chancela, les souvenirs d'un passé qu'il pensait enfoui refaisant brutalement surface. Antoine Dubois resta figé, incapable de détourner le regard de la petite fille qui se tenait devant lui. Ses yeux grands et expressifs reflétaient une innocence mêlée d'une détermination surprenante. La question qu'elle venait de poser résonnait encore dans son esprit. « Pourquoi avez-vous une photo de ma maman dans votre portefeuille ?» Il sentit une sueur froide perler sur son front et son cœur s'emballa. Il prit une profonde inspiration, tentant de reprendre contenance. « Comment s'appelle ta maman ?» demanda-t-il, sa voix trahissant une légère tremblote. « Madeleine, » répondit-elle sans hésiter. « Elle a disparu il y a 2 ans. Je ne l'ai plus revue depuis. » Le nom frappa Antoine comme un coup de tonnerre. Madeleine, un prénom qu'il n'avait pas entendu depuis des décennies, mais qui restait gravé dans sa mémoire. Il se rappela soudainement d'une jeune femme aux cheveux châtains, au sourire doux, qu'il avait connue dans sa jeunesse. Mais cela semblait si lointain, presque irréel. « Je ne comprends pas, » balbutia-t-il. « Tu es sûr que c'est ta mère sur cette photo ?»« Oui, absolument. C'est une vieille photo, mais je la reconnais. C'est elle. » Antoine sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il avait toujours gardé cette photo comme un souvenir d'un passé révolu, sans jamais imaginer qu'elle pourrait un jour le rattraper de cette manière. « Écoute, je ne sais pas quoi te dire, » murmura-t-il. « C'est une coïncidence étrange, mais je ne peux pas t'aider. » Élodie le regarda avec une intensité déconcertante. « Vous mentez, » dit-elle calmement. « Vous la connaissez. Sinon, pourquoi auriez-vous sa photo ?» Antoine sentit une boule se former dans sa gorge. Il détourna le regard, incapable de soutenir celui de la fillette. Il se sentait pris au piège, confronté à un passé qu'il avait tenté d'oublier. « Je suis désolé, » dit-il finalement. « Je dois y aller. » Il tourna les talons et s'éloigna rapidement, laissant Élodie seule au milieu de la foule. Mais alors qu'il marchait, son esprit était en ébullition. Il ne pouvait pas ignorer cette rencontre. Il devait en savoir plus. Plus tard dans la journée, Antoine retourna dans son appartement luxueux du 7e arrondissement. Il s'assit dans son fauteuil en cuir, la photo de Madeleine à la main. Il la regarda longuement, se remémorant les moments passés avec elle. Ils s'étaient connus à l'université, avaient partagé des moments intenses, mais leur relation s'était terminée abruptement. Il n'avait jamais su ce qu'elle était devenue. Et maintenant, cette petite fille prétendait être sa fille, ou du moins la fille de Madeleine. Il devait en avoir le cœur net. Le lendemain, Antoine retourna à Montmartre, espérant retrouver Élodie. Il arpenta les rues, interrogea des passants, mais en vain. Elle semblait avoir disparu. Il se sentit impuissant, frustré. Mais alors qu'il s'apprêtait à rentrer chez lui, il aperçut une silhouette familière assise sur les marches d'une église. C'était elle. Il s'approcha lentement. « Élodie »
Elle leva les yeux, surprise. « Vous êtes revenu ?»« Oui, je veux parler avec toi. » Ils s'assirent ensemble et Antoine commença à lui poser des questions sur sa vie, sa mère, ce qu'elle savait. Élodie lui raconta tout ce qu'elle pouvait, espérant obtenir des réponses en retour. Antoine comprit alors qu'il ne pouvait pas fuir cette situation. Il devait affronter la vérité, découvrir ce qui s'était réellement passé avec Madeleine et comprendre le lien qui l'unissait à Élodie. Cette rencontre fortuite allait bouleverser sa vie à jamais. Antoine resta longuement assis face à la petite Élodie, le regard perdu dans le vide. Chaque mot qu'elle avait prononcé résonnait en lui comme un écho du passé qu'il avait soigneusement tenté d'enterrer. Cette fillette, frêle et vulnérable, venait sans le savoir de raviver des souvenirs qu'il croyait effacés à jamais. Il n'avait jamais envisagé qu'un jour, quelqu'un le confronterait avec un pan de son histoire qu'il n'avait jamais osé affronter. Le simple fait qu'elle lui pose cette question, avec cette intensité désarmante, suffisait à fissurer la carapace qu'il s'était construite au fil des années. Comment expliquer qu'il possédait cette photo sans révéler des vérités qu'il avait fuies toute sa vie? Sa gorge se serra lorsqu'il revit, comme un film, le visage de Madeleine. C'était il y a près de 30 ans. À cette époque, il n'était qu'un jeune homme, encore étudiant, loin d'imaginer la vie de succès qu'il allait mener plus tard. Madeleine était différente de toutes les femmes qu'il avait connues. Issue d'un milieu modeste, elle dégageait une douceur et une authenticité rares. Ils s'étaient rencontrés lors d'une exposition d'art dans une petite galerie de la rue Saint-Honoré. Le coup de foudre avait été immédiat, mais leur histoire n'avait pas été simple. Très vite, les différences sociales s'étaient imposées comme une barrière invisible, mais bien réelle. Le père d'Antoine, un homme rigide, puissant, figure emblématique de la haute finance parisienne, avait toujours refusé que son fils fréquente quelqu'un en dehors du cercle fermé de l'élite. Lorsqu'il avait appris la relation de son fils avec Madeleine, il était entré dans une colère noire, allant jusqu'à menacer de déshériter Antoine s'il persistait dans cette voie. À l'époque, Antoine, jeune et influençable, n'avait pas eu le courage de s'opposer frontalement à son père. Un soir, sans prévenir, il avait mis fin à la relation, brisant le cœur de Madeleine. Elle avait disparu de sa vie aussi brusquement qu'elle y était entrée, emportant avec elle ce morceau de bonheur qu'il n'avait jamais vraiment su remplacer. La photo qu'il conservait dans son portefeuille était tout ce qu'il lui restait de cette époque. Il ne l'avait jamais retirée, incapable de se résoudre à effacer complètement ce chapitre de sa vie. Mais jamais il n'aurait imaginé que Madeleine avait eu un enfant, et encore moins que cet enfant pourrait être lié à lui de près ou de loin. Assis sur les marches froides de l'église, il sentit un poids écrasant peser sur ses épaules. Il ne pouvait plus fuir. Il fallait comprendre. Il fallait savoir. Mais comment s'y prendre? Comment découvrir ce qu'était devenue Madeleine? Où avait-elle disparu? Et surtout, pourquoi cette petite fille, Élodie, vivait-elle seule dans la rue alors qu'elle portait peut-être en elle une part de son propre sang? Élodie, de son côté, continuait de le fixer avec une insistance presque douloureuse. Son regard, malgré son jeune âge, était marqué par la souffrance, la solitude et une maturité précoce. Elle n'était pas comme les autres enfants. Elle avait appris à se débrouiller seule, à lire dans les gestes, à interpréter les silences. Et dans le silence d'Antoine, elle avait compris qu'il savait quelque chose, même s'il ne voulait pas encore l'admettre. Brusquement, Antoine se leva. Il tendit la main vers elle, hésitant, puis la baissa. Sa voix était plus ferme lorsqu'il reprit la parole. « Viens avec moi, je crois qu'on a des choses à comprendre tous les deux. » Élodie hésita un instant, méfiante. Toute sa vie, elle avait appris à ne faire confiance à personne. Mais quelque chose, dans la façon dont Antoine la regardait, la poussait à accepter. Ce n'était pas de la pitié qu'elle voyait dans ses yeux, mais un mélange de confusion, de tristesse et peut-être de responsabilité. Ils marchèrent côte à côte à travers les ruelles pavées jusqu'à atteindre une petite brasserie où Antoine avait ses habitudes. Ils s'installèrent à une table discrète au fond de la salle. Antoine commanda 2 chocolats chauds. Il observa la fillette, si frêle dans ce grand fauteuil, ses mains serrées sur la tasse fumante. « Dis-moi tout ce que tu sais sur ta maman » demanda-t-il doucement. Élodie raconta alors son histoire, d'une voix presque mécanique, comme si elle l'avait déjà répétée 1000 fois dans sa tête. Sa mère s'appelait Madeleine. Elle avait toujours évité de parler de son passé et de ses origines. Elle travaillait comme couturière dans un petit atelier du quartier de Belleville. Il y avait 2 ans, un matin comme les autres,
Elle était sortie pour aller travailler et n'était jamais revenue. Depuis, Élodie avait d'abord été recueillie par une voisine, puis par des amis de sa mère, mais très vite, ses aides précaires s'étaient effritées. Personne ne voulait vraiment s'occuper d'une enfant dont la mère avait disparu sans explication. Alors elle avait fini par errer dans les rues, apprenant à survivre par elle-même. Antoine sentit son cœur se serrer à mesure qu'il écoutait. Tout cela lui semblait irréel. Comment une femme aussi forte que Madeleine avait-elle pu disparaître sans laisser de traces? Et pourquoi personne n'avait jamais cherché à la retrouver? Et si cette disparition n'était pas un simple accident, mais le résultat d'un enchaînement de circonstances plus sombres? Il se remémora les menaces voilées de son père, les conversations étouffées à voix basse lorsqu'il évoquait Madeleine. Une angoisse sourde le saisit. Et si sa propre famille avait quelque chose à voir dans tout cela? Après tout, ils avaient été capables des pires bassesses pour protéger leur nom, leur réputation, leur empire. Un silence pesant s'installa entre eux. Antoine fixait la table perdu dans ses pensées, puis, sans lever les yeux, il murmura plus pour lui-même que pour Élodie. « Il faut que je sache. » Il sortit son téléphone, ouvrit son carnet de contacts, hésita une seconde, puis appuya sur un numéro. Après quelques tonalités, une voix grave répondit. « Oui, monsieur Dubois. Marc, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Retrouve toute information disponible sur une femme. Elle s'appelait Madeleine, elle vivait à Belleville il y a 2 ans. Et fouille dans mes archives personnelles. Il doit y avoir quelque chose. Compris. Je m'en occupe immédiatement. » Antoine raccrocha et leva enfin les yeux vers Élodie. Son regard s'était adouci. « Je ne te promets rien, mais je vais essayer de comprendre ce qui s'est passé. » Élodie ne dit rien. Elle se contenta de hocher lentement la tête, les lèvres serrées. Pour la première fois depuis longtemps, une lueur d'espoir naissait dans son regard. Ce qu'aucun des deux ne savait encore, c'était que cette quête de vérité allait les entraîner bien plus loin qu'ils ne l'imaginaient. Car derrière la disparition de Madeleine se cachèrent des secrets bien plus sombres, des vérités capables de faire vaciller non seulement le monde d'Antoine, mais aussi tout ce qu'il pensait savoir sur lui-même et sur sa famille. Antoine se lança avec une détermination nouvelle dans une quête qui, dès les premiers pas, se révèle bien plus ardue qu'il ne l'avait imaginé. Son instinct d'homme d'affaires habitué à obtenir tout ce qu'il souhaite, avec un simple appel ou un chèque conséquent, se heurte brutalement à une réalité bien différente. À mesure qu'il s'aventure dans les quartiers populaires de Belleville, là où Madeleine avait vécu, il découvre un univers qui lui est totalement étranger. Les visages fermés, les regards fuyants, la méfiance presque palpable à chaque coin de rue contrastent violemment avec l'atmosphère feutrée des salons parisiens qu'il fréquente habituellement. Accompagné d'Élodie, dont la petite main serrée dans la sienne lui donne à la fois du courage et une étrange sensation de responsabilité, il arpente les ruelles étroites et sinueuses. Il s'arrête devant l'immeuble décrépit où, selon les souvenirs d'Élodie, sa mère avait vécu. Une porte en métal, couverte de graffitis et de vieilles affiches déchirées, leur barre l'entrée. Il frappe. Au bout de quelques minutes, une femme d'un certain âge, aux cheveux gris noués en chignon, entr'ouvre la porte, laissant apparaître un regard dur et perçant. Lorsqu'Antoine lui explique qu'il cherche des informations sur Madeleine, son visage se ferme immédiatement. Elle secoue la tête avec agacement. « Madeleine? On n'a pas vu cette femme depuis longtemps. Elle n'a laissé que des problèmes derrière elle. Mêlez-vous de vos affaires, monsieur, » conseille-t-elle d'un ton sec avant de refermer la porte sans attendre de réponse. Ce refus brutal est le premier d'une longue série. Partout où ils vont, Antoine rencontre le même mur d'indifférence, de silence ou de méfiance. Les commerçants du quartier baissent les yeux. Certains prétendent ne pas connaître Madeleine, d'autres affirment vaguement qu'elle avait disparu du jour au lendemain sans dire au revoir à personne. Plus étrange encore, certains évitent même de prononcer son nom, comme s'il était porteur de malheur ou de scandale. Chaque réponse évasive alimente davantage l'angoisse d'Antoine. Pourquoi tant de réticence? Que cache ce silence collectif? Il comprend rapidement que ce n'est pas seulement la disparition de Madeleine qui trouble ces gens, mais peut-être ce qu'elle représentait ou les circonstances de sa disparition. Il sent que derrière chaque regard, chaque soupir, chaque porte qui se ferme, il y a un secret, un poids, une vérité enfouie. Pour Élodie, cette errance entre les refus et les silences est d'autant plus douloureuse qu'elle ravive les souvenirs les plus sombres de son abandon. Voir les gens détourner le regard, refuser de parler de sa mère,
lui donne la sensation vertigineuse d'être à nouveau invisible, comme si elle n'avait jamais existé aux yeux de ses adultes. Antoine, quant à lui, sent grandir en lui un mélange de colère et de frustration. Il n'est pas homme à accepter les obstacles sans réagir. Il décide alors de pousser plus loin ses investigations. Il se rend au commissariat du quartier, pensant que la disparition de Madeleine a dû être signalée. Mais là encore, il se heurte à une administration froide et rigide. Les policiers, bien que courtois, lui expliquent que sans preuve de lien de parenté ou de déclaration officielle de disparition, ils ne peuvent lui transmettre aucune information. Il insiste, présente ses cartes de visite, mentionne son statut, mais rien n'y fait. Sur le chemin du retour, alors que le découragement commence à l'envahir, il décide de tenter une autre approche. Il se souvient que Madeleine travaillait comme couturière dans un petit atelier. Après plusieurs heures à questionner les commerçants, il parvient enfin à retrouver l'adresse. Malheureusement, l'atelier est désormais fermé depuis plus d'1 an. Les volets sont tirés, la façade couverte de poussière et de panneaux à louer. Il interroge le voisin d'en face, un vieux cordonnier, qui lui confirme que l'atelier avait été saisi pour loyer impayé peu de temps après la disparition de Madeleine. « Elle était gentille, cette fille », confie le cordonnier en baissant la voix. « Discrète, travailleuse, mais elle avait des ennuis. Des types venaient parfois la chercher. Des types qu'on préfère éviter de croiser dans ce quartier. » Antoine fronce les sourcils. « Quel genre de type ? Des hommes en costume, pas d'ici. Et d'autres, moins élégants, plus menaçants. Elle semblait avoir peur d'eux. Je me souviens d'un soir où elle a quitté l'atelier en pleurant. Et le lendemain, plus personne. Parti. Disparu. » Ces informations, bien que fragmentaires, renforcent chez Antoine la conviction que la disparition de Madeleine n'est pas un simple accident ou un départ volontaire. Quelque chose de grave s'est produit. Et plus il creuse, plus il sent l'ombre de son propre passé s'étendre sur cette histoire. Il se met à repenser aux conversations tendues qu'il avait eues avec son père lorsqu'il fréquentait Madeleine. Il se souvient des menaces à peine voilées, des remarques méprisantes sur les gens de son monde. Et une angoisse sourde l'envahit. Et si sa propre famille avait joué un rôle dans cette disparition? Pendant ce temps, Élodie reste silencieuse. Elle suit Antoine sans dire un mot, serrant contre elle la vieille peluche usée qu'elle garde toujours dans son sac. Ses yeux scrutent chaque visage, chaque fenêtre, dans l'espoir insensé d'apercevoir sa mère. Mais tout ce qu'elle rencontre, c'est l'indifférence ou l'hostilité. Face à tant d'obstacles, Antoine comprend qu'il ne pourra pas avancer seul. Il a besoin d'aide. Il se rend alors chez un ancien ami, Julien Lefebvre, un journaliste d'investigation réputé pour sa capacité à faire parler les murs les plus silencieux de Paris. Julien est surpris de revoir Antoine après tant d'années. « Tu veux vraiment remuer cette histoire ?» lui demande-t-il en allumant une cigarette. « Fais attention, Antoine. Ce genre de vérité, une fois déterrée, ne se referme pas comme un dossier administratif. Je dois savoir. Pour elle. Et pour moi, répond Antoine en désignant discrètement Élodie assise dans le salon, regardant les photos qui tapissent les murs. Julien acquiesce pensif. Très bien, mais prépare-toi, parce que ce que tu vas découvrir ne te plaira peut-être pas. À cet instant précis, Antoine sent confusément qu'il vient de franchir un seuil. Il n'est plus seulement un homme riche cherchant à résoudre un mystère. Il est devenu un homme en quête de sa propre vérité, prêt à affronter les fantômes du passé, quels qu'ils soient. Ce qu'il ignore encore, c'est que les premières réponses qu'il obtiendra risquent de remettre en cause tout ce qu'il croit savoir sur sa famille, son passé et peut-être même sur lui-même. Lorsque Julien Lefebvre referma la porte de son appartement, l'odeur persistante de tabac froid, mêlée à celle du cuir vieilli de ses fauteuils, enveloppa immédiatement Antoine et Élodie. Le journaliste, malgré son allure négligée, dégageait une énergie impressionnante. Ses dossiers empilés de manière chaotique, ses murs tapissés de coupures de presse et de photos en noir et blanc, racontaient à eux seuls une carrière faite de combats contre les puissants et les secrets bien gardés de la haute société parisienne. Il connaissait les rouages de l'information, savait où chercher, comment faire parler les silences et surtout comment déterrer les vérités que beaucoup préféraient oublier. Julien s'assit derrière son bureau, croisa les bras et fixa Antoine d'un regard perçant. « Commençons par le début. Raconte-moi tout. Pas seulement ce que tu crois savoir, mais aussi ce que tu ressens, ce que tu soupçonnes, même les choses que tu n'as jamais osé dire à personne. » Antoine inspira profondément. Il parla de sa rencontre avec Madeleine,
de la passion intense mais brève qu'ils avaient à partager, de la pression familiale, des menaces de son père et de cette rupture brutale qui avait laissé en lui un vide qu'il n'avait jamais comblé. Il expliqua comment il avait toujours gardé la photo de Madeleine dans son portefeuille, comme une relique d'un passé qu'il ne savait pas comment affronter. Puis il raconta sa rencontre avec Élodie, la question qui l'avait bouleversé et la découverte de son existence. Julien écouta sans interrompre, prenant parfois quelques notes rapides. Lorsqu'Antoine termina, il resta silencieux un moment, tapotant nerveusement son crayon contre son carnet. « Cette histoire pue, dit-il enfin. Je le sens. Il y a quelque chose de gros derrière tout ça. Le genre de choses qu'on enterre profondément quand on a beaucoup à perdre. » Il se leva, fouilla dans une pile de dossiers et en sortit un vieux carnet en cuir usé. « J'ai couvert plusieurs affaires dans le quartier de Belleville ces dernières années. Des disparitions, des expulsions forcées, des réseaux de pression immobilière. Ça ne m'étonnerait pas que la disparition de Madeleine soit liée à tout ça. Et si tu veux mon avis, ton père et sa bande d'amis de la haute finance n'y sont peut-être pas étrangers. » Il se tourna vers Antoine, le regard plus grave. « Ton père, c'était pas le genre d'homme à accepter qu'on défie son autorité. Si Madeleine représentait un problème, il aurait été capable de tout pour l'effacer de l'équation. » Antoine sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Il connaissait la dureté de son père, ses manières impitoyables de gérer les affaires, mais imaginez qu'il ait pu faire disparaître une personne. Cela semblait à la fois impensable et terriblement plausible. Julien s'assit de nouveau et commença à taper frénétiquement sur son ordinateur. « Je vais commencer par vérifier les archives judiciaires, les registres de police et les dossiers municipaux. Si Madeleine a été victime d'un quelconque incident, il y aura une trace quelque part. Même si on a essayé de l'effacer, tout laisse une empreinte. » Pendant que le journaliste fouillait, Élodie observait la scène en silence, ses jambes balançant légèrement sous la chaise trop haute pour elle. Elle tenait sa peluche contre elle, les yeux écarquillés, comme si elle comprenait que chaque mot échangé dans cette pièce pouvait changer sa vie. Après plusieurs minutes de recherches intenses, Julien poussa un soupir et fit pivoter son écran vers Antoine. « Regarde ça. Il y a 2 ans, presque jour pour jour, une déclaration anonyme a été déposée concernant des troubles dans l'atelier où travaillait Madeleine. Des voisins se plaignaient de cris, de disputes, de menaces. La police est intervenue, mais le rapport est classé sans suite. Aucun détail, aucun témoin officiel. Il fit défiler les documents. Et regarde ici. Une semaine après cet incident, l'atelier a été saisi. Curieux, non? Il y a un lien évident. » Il cliqua encore. Mais ce n'est pas tout. Juste après la saisie, un rachat express de l'immeuble a été effectué par une société écran, qui, tiens donc, appartient à un consortium dirigé à l'époque par, devine qui. Antoine sentit son cœur s'arrêter. « Le groupe Dubois, » dit Julien en le regardant droit dans les yeux. La gorge d'Antoine se serra. Ce n'était plus seulement des suppositions. Le nom de sa propre famille apparaissait noir sur blanc dans des documents officiels liés aux événements entourant la disparition de Madeleine. Julien reprit, le ton plus dur. Mais ce n'est pas le plus étrange. Après ce rachat, plusieurs autres incidents similaires ont eu lieu dans le quartier. Toujours le même schéma. Pression, intimidation, disparition, rachat. Et à chaque fois, le même réseau de sociétés impliquées. Il se leva, parcourant la pièce nerveusement. « Tu comprends ce que ça veut dire, Antoine? Ce n'est pas juste une histoire de famille. C'est un système. Un mécanisme bien huilé conçu pour écraser les faibles, pour effacer les obstacles. » Antoine ferma les yeux, les poings serrés. Il se sentait à la fois coupable, trahi et profondément révolté. Son propre succès, sa fortune, tout ce qu'il croyait avoir construit par son talent et ses efforts, était peut-être en partie bâti sur des actes odieux commis dans l'ombre, à son insu mais sous le nom qu'il portait. Julien posa une main ferme sur son épaule. « Maintenant, la vraie question, c'est de savoir jusqu'où tu es prêt à aller. Parce que ce que tu viens de découvrir, si tu choisis de le rendre public, de le confronter, ça ne va pas simplement changer ta vie. Ça va la faire exploser. » Antoine regarda Élodie. Son regard innocent, son visage marqué par la souffrance, mais aussi par l'espoir, suffisait à balayer tous ses doutes. Il savait désormais que reculer n'était plus une option. « Je veux savoir toute la vérité, » répondit-il d'une voix ferme. « Peu importe ce que ça coûte. » Julien esquissa un sourire triste. « Très bien. Alors prépare-toi, parce que ce qu'on va découvrir pourrait bien être bien plus grand, plus sale et plus dangereux
que ce que tu imagines. Et je te garantis que ceux qui veulent que cette histoire reste enterrée ne vont pas rester les bras croisés. » Antoine hocha la tête sans détourner le regard. Pour la première fois depuis longtemps, il sentait qu'il faisait enfin ce qui était juste. Mais il comprenait aussi que cette quête de vérité allait le confronter à des forces qui dépassaient tout ce qu'il avait connu jusqu'ici. Le lendemain matin, Paris s'éveillait sous un ciel lourd et bas. Antoine, après une nuit d'insomnie à ressasser les découvertes de la veille, ressentait une tension inhabituelle dans tout son corps. Il avait passé la majeure partie de la nuit à parcourir les dossiers que Julien lui avait transmis, relisant les mêmes lignes encore et encore, tentant de relier chaque indice, chaque détail. Son esprit, d'ordinaire si méthodique et efficace dans les affaires, était submergé par une tempête d'émotions contradictoires, colère, culpabilité, peur, mais aussi un désir inextinguible de vérité. Vers 8 heures du matin, alors qu'il s'apprêtait à appeler Julien pour convenir de la suite de leur enquête, son téléphone vibra. Un message anonyme sans expéditeur s'afficha. « Arrête tes recherches. Dernier avertissement. » Antoine sentit une sueur froide lui glisser dans le dos. Son instinct d'homme d'affaires aguerri lui confirma immédiatement que ce n'était pas une menace en l'air. Quelqu'un savait ce qu'il était en train de faire. Quelqu'un le surveillait. À peine avait-il eu le temps de digérer ce message que son interphone sonna. Il ouvrit, pensant que c'était peut-être Julien ou une livraison, mais ce qu'il vit à travers la caméra de surveillance lui glaça le sang. Un homme grand, bien habillé, costume impeccable, lunettes noires, se tenait là, parfaitement immobile, les mains croisées. Il n'avait rien d'un livreur ni d'un voisin. Tout dans son attitude respirait la froideur et la menace. Antoine descendit prudemment et ouvrit la porte, prêt à jouer de diplomatie. L'homme s'exprima d'une voix calme mais tranchante. « Monsieur Dubois, je me présente. Luc Moreau. Vous et moi avons des intérêts communs à protéger. » Le nom explosa dans l'esprit d'Antoine comme une détonation. Luc Moreau, ancien associé de son père, un des hommes les plus discrets mais aussi les plus influents de la finance parisienne. Un homme connu pour ses méthodes implacables, capable de faire disparaître des entreprises, des fortunes ou des personnes. Je vois que vous avez entrepris des recherches, disons, délicates. Je suis venu vous conseiller, en ami, d'y mettre un terme immédiatement. Antoine croisa les bras, tentant de masquer le tremblement de ses mains. Et sinon, Luc esquissa un sourire froid presque imperceptible. Sinon, tout ce que vous avez construit, votre empire, votre réputation, tout pourrait s'effondrer. Les marchés sont si capricieux. Les investisseurs, si volatiles. Il suffit d'un souffle, d'une rumeur, d'une enquête fiscale. Et croyez-moi, tout cela peut être très rapide. Il sortit un dossier de sa sacoche en cuir et le tendit à Antoine. Vous y trouverez un petit échantillon de ce que nous pouvons faire. Des documents, des preuves, des accusations montées de toutes pièces si nécessaire. Croyez-moi, il vaut mieux pour vous et, pour cette petite, de cesser vos recherches. Antoine ouvrit le dossier. À l'intérieur, des copies de relevés bancaires trafiqués, des faux contrats de société écran prétendument liés à des opérations illégales, des faux témoignages, tout un arsenal de destruction financière et sociale. La mécanique de la menace était parfaitement huilée, implacable. Mais au lieu de céder, quelque chose se brisa en lui. Peut-être était-ce l'image d'Élodie dormant sur le canapé de son salon la veille, ses petits bras serrés autour de sa peluche, son visage marqué par l'innocence et la douleur. Peut-être était-ce la fatigue de toute une vie passée à faire semblant, à accepter des compromis qu'il avait toujours justifiés par la logique des affaires. Il referma calmement le dossier, fixa Luc droit dans les yeux et dit d'une voix étonnamment calme « Vous me menacez, mais vous faites une erreur. Je n'ai plus rien à perdre. » Luc pencha légèrement la tête comme surpris. « Vous sous-estimez ce que perdre signifie, monsieur Dubois. Réfléchissez bien. Vous avez encore le choix. » « Non, justement, je n'ai plus le choix. Pas cette fois. » Luc serra les lèvres, rangea le dossier dans sa sacoche et tourna les talons. « Très bien, je vous aurais prévenu. » Antoine le regarda s'éloigner, son cœur battant la chamade. Il savait que ce qu'il venait de faire allait déclencher une guerre. Pas une guerre avec des avocats ou des négociations de conseil d'administration, mais une guerre de l'ombre où les règles n'existaient plus. Il remonta précipitamment et trouva Élodie encore assoupie. Il la regarda un long moment, se demandant comment un homme comme lui, plongé dans le luxe et les artifices, pouvait désormais être lié de façon si profonde au destin d'une enfant des rues. Le contraste de leurs deux mondes
lui apparut dans toute sa cruauté. Mais il comprit aussi que c'était précisément ce contraste qui donnait un sens nouveau à son existence. Il appela immédiatement Julien, lui expliquant ce qui venait de se passer. Le journaliste, loin d'être surpris, écouta attentivement. « C'était prévisible, » répondit-il. « Moreau, je le connais, c'est un nettoyeur. Il s'occupe de tout ce qui peut salir les grandes familles. S'il lui s'en mêle, c'est que tu as touché un nerf très sensible. Ça veut dire qu'on est sur la bonne piste. Ça veut dire aussi que les ennuis ne font que commencer. Prépare-toi, Antoine, ils vont essayer de te faire tomber. Et pas seulement professionnellement. Ils vont attaquer sur tous les fronts. On continue. Je veux aller jusqu'au bout. » Julien marqua un silence. « Alors on va avoir besoin de renforts. J'ai quelques contacts. Des anciens flics, des hackers, des journalistes indépendants. Des gens qui ne craignent pas de se salir les mains pour faire éclater la vérité. » Antoine hocha la tête. « Très bien, on fonce. » Il raccrocha et se dirigea vers la fenêtre. De là, il observait la ville, immense, indifférente, avec ses toits gris, ses monuments majestueux et ses rues pleines de passants pressés. Il réalisa que, pour la première fois depuis des décennies, il ne regardait plus Paris comme un terrain de jeu pour les affaires, mais comme un champ de bataille où se jouait quelque chose de bien plus grand, la rédemption, la justice et peut-être, enfin, un véritable sens à sa vie. Ce qu'Antoine ignorait encore, c'est que cette confrontation avec Luc Moreau n'était que le début d'un engrenage où les trahisons, les révélations et les coups bas allaient se succéder à un rythme effréné. Et que derrière l'ombre de Moreau se dissimulaient encore des forces plus puissantes, plus anciennes, prêtes à tout pour que certains secrets ne refassent jamais surface. La journée s'étirait lentement, et malgré la tension permanente qu'il habitait depuis la confrontation avec Luc Moreau, Antoine Dubois avançait désormais avec une résolution qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il avait passé une bonne partie de la matinée à multiplier les appels, à mobiliser tous les contacts que Julien Lefebvre lui avait fournis. Le réseau du journaliste était impressionnant. D'anciens policiers radiés, pour avoir refusé de fermer les yeux sur des affaires sensibles, des informaticiens capables de faire parler les bases de données les mieux protégées, et même des militants associatifs qui, depuis des années, luttaient contre l'injustice sociale dans les quartiers les plus oubliés de Paris. Antoine comprenait avec un mélange de fascination et de stupeur que le monde qu'il découvrait était aux antipodes de celui qu'il avait toujours connu. Ce n'était plus un univers de contrats signés en costume 3 pièces dans des bureaux climatisés, mais un terrain où la vérité se négociait souvent dans l'ombre, au prix de risques considérables. Il était désormais engagé dans une guerre invisible, sans code, sans loi, où seule comptait la ténacité. Élodie, qui jusque-là observait tout cela avec une prudence enfantine, commençait lentement à baisser sa garde. Elle ne disait pas grand-chose, mais elle suivait chacun des déplacements d'Antoine avec une attention extrême, comme si elle cherchait à comprendre comment cet homme, qui représentait tout ce qu'elle avait appris à détester chez les puissants, pouvait aujourd'hui se battre pour elle, pour sa mère, pour une vérité que tant d'autres avaient choisi d'ignorer. En milieu d'après-midi, Julien leur donna rendez-vous dans un café discret du quartier des Batignolles. Le journaliste était accompagné d'un homme d'une 50aine d'années, au visage marqué, aux traits durs mais au regard étrangement doux. Il s'appelait Gérard Valois, ancien commandant de la brigade criminelle de Paris. Renvoyé pour avoir dénoncé des pratiques de corruption au sein même de la préfecture, il avait depuis mis ses compétences au service d'enquêtes parallèles, souvent en marge de la légalité. Gérard ne perdit pas de temps en politesse. « J'ai étudié le dossier que Julien m'a transmis », commença-t-il. « Ce qui est sûr, c'est que la disparition de Madeleine n'a rien d'un hasard. Quand on recoupe les éléments, le rachat de l'immeuble, la pression sur les locataires, les menaces reçues et surtout le rôle de Luc Moreau, on obtient un schéma typique de dissimulation orchestrée par des réseaux bien organisés. » Antoine serra les dents. Chaque confirmation de ce qu'il soupçonnait ravivait en lui une colère froide. « Et que peut-on faire » demanda-t-il. « Officiellement, rien », répondit Gérard sans détour, mais officieusement, beaucoup. J'ai encore des accès à certains fichiers, des contacts qui me doivent des services. Et surtout, j'ai appris à lire entre les lignes des rapports falsifiés. Julien ajouta, « Ce qu'on cherche, c'est un point de rupture, une faille, quelqu'un qui a vu, entendu, qui sait quelque chose, mais qui, jusque-là, n'a pas parlé. » Gérard hocha la tête. « J'ai commencé par fouiller les dossiers de l'époque. Et figure-toi qu'un nom revient à plusieurs reprises, mais toujours de manière indirecte.
dissimulé dans des documents anodins, celui de Serge Lambert, un ancien gardien de l'immeuble où vivait Madeleine. Il a quitté son poste peu de temps après la disparition, officiellement pour raisons personnelles, mais en réalité il a reçu une somme d'argent inhabituelle pour quelqu'un de sa condition. Antoine sentit son cœur accélérer. Où est-il aujourd'hui? On a réussi à le localiser. Il vit à Montreuil dans une petite maison isolée. Je propose qu'on aille lui rendre visite. Mais il faudra être prudent. Ce genre de témoin, soit il accepte de parler, soit il panique et disparaît pour de bon. Sans perdre de temps, ils montèrent dans la voiture de Gérard. Le trajet jusqu'à Montreuil se fit dans un silence tendu. Élodie était assise à l'arrière, les mains serrées sur ses genoux, les yeux rivés sur le paysage urbain qui défilait, comme si chaque mètre parcouru la rapprochait un peu plus de la vérité. La maison de Serge Lambert était à l'image de l'homme qu'ils allaient rencontrer, discrète, presque effacée. Une façade grise, un portail métallique rouillé et un jardin envahi de mauvaises herbes. Gérard frappa à la porte. Personne ne répondit. Il frappa à nouveau, plus fort. Finalement, un rideau bougea, puis la porte s'entr'ouvrit, laissant apparaître un homme au visage fermé, le regard fuyant. « Je vous ai déjà dit que je voulais plus parler à personne, » grogna-t-il. « Nous ne sommes pas ici pour vous nuire, » répondit Gérard d'une voix calme mais ferme. « Mais vous savez quelque chose. Et il est temps que la vérité soit dite. » Lambert jeta un regard nerveux autour de lui, puis ouvrit davantage la porte. « Entrez, mais faites vite. » L'intérieur de la maison était sombre, encombré de vieux meubles, de journaux entassés et d'objets poussiéreux. Ils s'installèrent dans le salon, sur des chaises bancales. Serge Lambert semblait sur le fil, partagé entre la peur et le soulagement de ne plus porter seul un secret trop lourd. « Écoutez, je n'ai jamais voulu être mêlé à ça, » commença-t-il, « mais on ne me laissait pas le choix. Il y avait des ordres, des gens très haut placés. Quand j'ai compris ce qui se tramait, il était déjà trop tard. » Antoine se pencha en avant, le cœur battant. « Qu'est-ce qui s'est passé? Où est Madeleine ?» Lambert hésita, puis lâcha d'une traite, comme si le simple fait de parler le libérait d'un poids écrasant. « Votre père et Luc Moreau. Ils voulaient qu'elle parte, qu'elle disparaisse. Ils disaient qu'elle représentait une menace, un scandale potentiel. Il y avait des réunions, des menaces. Et puis un soir, ils sont venus. 2 types, pas des avocats, pas des agents immobiliers, des gens qu'on paie pour faire le sale boulot. Ils sont entrés dans l'atelier. Il y a eu des cris. Et après, plus rien. Plus jamais vu Madeleine. Un silence de plomb s'abattit sur la pièce. Antoine sentit son sang se glacer. Il regarda Élodie qui, malgré son jeune âge, comprenait chaque mot, chaque implication de ce qu'elle venait d'entendre. Lambert poursuivit, la voix tremblante. « J'ai reçu de l'argent. Beaucoup plus que ce que j'avais jamais gagné. On m'a dit de fermer ma bouche, de dire que je n'avais rien vu. Et j'ai accepté. Par peur. Parce qu'ils m'ont menacé aussi. » Antoine ferma les yeux, les poings serrés. La colère montait en lui, brûlante, insupportable. Mais au-delà de la colère, un sentiment plus fort encore prenait racine, la détermination. Il n'était plus question de faire marche arrière. Ce qu'il venait d'entendre confirmait que derrière la disparition de Madeleine se cachait une opération bien plus vaste, bien plus sale, orchestrée par ceux qu'il avait toujours cru intouchables. Il se leva, se tourna vers Gérard et Julien. « On continue, jusqu'au bout. Ce qu'aucun d'eux ne savait encore, c'est que la découverte d'un ancien carnet, appartenant autrefois à Madeleine et retrouvé dans un carton oublié chez Lambert, allait faire basculer l'enquête. Car dans ces pages jaunies se trouvaient des noms, des dates, des détails capables de faire trembler tout un pan de la haute société parisienne. Le carnet de Madeleine, que Gérard venait de poser sur la table poussiéreuse du salon de Serge Lambert, semblait irradier une aura presque irréelle. Ces pages jaunies, couvertes d'une écriture fine et serrée, révélaient des fragments d'une vie marquée par la peur, le chagrin, mais aussi par une volonté farouche de laisser une trace, comme si Madeleine avait toujours su qu'un jour, quelqu'un chercherait la vérité. Antoine le prit avec des mains légèrement tremblantes, comprenant que ce qu'il tenait entre ses doigts était bien plus qu'un simple objet. C'était la clé d'un passé que l'on avait voulu effacer. Il l'ouvrit et découvrit dès les premières pages des noms, des dates, des lieux, des annotations codées qui évoquaient des réunions, des échanges d'enveloppes, des rendez-vous clandestins. Il y avait aussi des descriptions détaillées d'individus, des commentaires sur leur rôle, leur comportement.
Chaque mot semblait être une pièce supplémentaire du puzzle, un indice capable de faire vaciller les murs d'un empire bâti sur le mensonge, la corruption et l'intimidation. Pourtant, au moment même où l'espoir semblait renaître, le destin cruel et imprévisible frappa sans prévenir. Alors qu'ils quittèrent la maison de Lambert, une voiture sombre surgit au coin de la rue. Elle s'arrêta brutalement devant eux. 2 hommes en descendirent, le visage dissimulé sous des cagoules. Tout se passa en quelques secondes. Gérard, dont les réflexes d'ancien policier ne l'avaient jamais quitté, tenta de réagir. Mais l'un des hommes brandit une arme, obligeant tout le monde à reculer. « Donnez le carnet », ordonna l'un d'eux d'une voix rauque. Antoine sentit la panique l'envahir. Il serra instinctivement Élodie contre lui, cherchant désespérément une issue, mais la ruelle était trop étroite, l'échappatoire impossible. Julien tenta de parlementer. « Écoutez, ce carnet ne vaut rien pour vous. Ce sont de vieilles notes. » Mais avant même qu'il puisse finir sa phrase, l'un des agresseurs lui asséna un violent coup qui le projeta contre le mur. Gérard tenta alors de sortir discrètement son arme, mais le second homme, plus rapide, le neutralisa d'un coup de matraque dans les côtes. « Le carnet, maintenant !» Antoine comprit qu'il n'avait pas d'autre choix. Il tendit le carnet, les mâchoires crispées. Les 2 hommes l'arrachèrent de ses mains, remontèrent dans la voiture et disparurent dans un crissement de pneus, laissant derrière eux un silence assourdissant et le goût amer de l'impuissance. Élodie, terrifiée, éclata en sanglots, agrippée au manteau d'Antoine. Celui-ci la serra contre lui, son regard fixé sur la rue désormais vide, son esprit en feu. Il sentit la rage monter, brûlante, dévorante. Comment avait-il pu être aussi naïf? Comment avait-il pu croire un seul instant que ces gens les laisseraient fouiller leur passé impunément? Julien, encore sonné, se releva péniblement, s'essuyant le front ensanglanté. « Il nous surveillait » marmonna-t-il. « Il savait qu'on était ici. Il savait pour le carnet. » Gérard, les dents serrées de douleur, se redressa à son tour. « Ça veut dire qu'on est sur la bonne piste. Sinon, il ne se serait pas donné la peine. » Antoine ferma les yeux quelques secondes, inspirant profondément pour reprendre le contrôle. Perdre le carnet était un coup dur, mais cela prouvait aussi que ce qu'ils avaient découvert était suffisamment important pour affoler ceux qui tiraient les ficelles depuis l'ombre. De retour à l'appartement de Julien, le silence était pesant. Élodie, blottie sur le canapé, refusait de lâcher la main d'Antoine. Gérard, assis à la table, analysait la situation avec une froideur de professionnel, tandis que Julien, un sac de glace contre la tempe, pianotait nerveusement sur son ordinateur. « On a encore un espoir », dit soudain Julien. « J'avais pris des photos de quelques pages du carnet pendant que vous parliez avec Lambert. Ce n'est pas tout, mais c'est déjà quelque chose. » Il fit apparaître sur l'écran une série de clichés, flous mais lisibles. Des noms, encore et toujours. Des initiales, des lieux, des montants d'argent. Mais l'un des noms attira immédiatement l'attention d'Antoine. Il le reconnut instantanément. C'était celui de Victor Dubois, son propre père. Il sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. Le voir écrit noir sur blanc dans le carnet de Madeleine confirmait ce qu'il redoutait sans oser se l'avouer. Son père n'était pas seulement un homme d'affaires impitoyable, mais un homme capable de faire disparaître ceux qu'il considérait comme des menaces. Ce n'était plus une supposition, c'était une réalité. « Ce n'est pas tout », ajouta Gérard, en pointant une autre note. « Regardez ça, une date, juste quelques jours avant la disparition de Madeleine. Et à côté, un lieu, domaine de Saint-Cloud. » Julien tapota frénétiquement sur son clavier. Le domaine de Saint-Cloud appartient à un consortium dont le principal actionnaire est encore ton père, Antoine. Antoine se leva d'un bond. Alors c'est là qu'il faut aller. C'est peut-être là que tout a commencé. Et peut-être là que ça peut finir. Gérard hocha la tête. Pas si vite. On ne peut pas débarquer là-bas sans préparation. Si ce lieu est réellement lié à l'affaire, il sera surveillé. Et pas par des amateurs. Julien confirma. Il nous faut des preuves, du matériel et surtout un plan. On joue gros, très gros. Antoine serra les poings. Peu importe, on ne peut pas reculer. Pas maintenant. Ils nous ont pris le carnet. Ils pensent avoir gagné. Mais ils ont tort. Ils n'ont pas compris qu'en me menaçant, en m'attaquant, ils n'ont fait que renforcer ma détermination. Il se tourna vers Élodie, qui le regardait avec des yeux emplis d'un mélange d'admiration et d'espoir. « Je te le promets, » murmura-t-il. « On va découvrir ce qui est arrivé à ta mère, et on va faire tomber tous ceux qui ont voulu enterrer la vérité. Ce qu'ils ignoraient encore,
c'est que le combat qui les attendait au domaine de Saint-Cloud allait les confronter non seulement à des dangers bien réels, mais aussi à des révélations capables de bouleverser à jamais leur existence. Car parfois, la vérité n'est pas seulement un éclairage sur le passé, elle est une déflagration. Lorsque la silhouette massive du domaine de Saint-Cloud apparut au loin, Antoine sentit une tension inhabituelle se nouer dans son ventre. Nichée derrière de hauts murs en pierre recouverts de lierre, la propriété familiale du bois semblait plus que jamais incarner le pouvoir, le contrôle et le poids écrasant des secrets accumulés sur plusieurs générations. Ce lieu, où il avait passé une partie de son enfance, lui apparaissait désormais comme un théâtre d'ombre, un endroit où s'étaient probablement noués les drames les plus sombres de son histoire familiale. Chaque pierre, chaque portail, chaque arbre semblait chargé de souvenirs et de silences coupables. Le plan mis au point avec Gérard et Julien était simple dans sa conception, mais risqué dans sa réalisation. Ils avaient décidé de pénétrer dans le domaine de nuit, profitant d'un angle mort identifié sur les images satellites et confirmé par un ancien employé que Gérard avait réussi à contacter discrètement. Le but n'était pas de fouiller au hasard, mais de localiser une dépendance, souvent mentionnée dans les annotations du carnet photographié, où se seraient tenues plusieurs réunions informelles liées aux affaires les plus sensibles de la famille Dubois. À mesure qu'ils approchaient, dissimulés dans la pénombre, Antoine sentait son cœur battre à tout rompre. Il se rappelait les étés passés ici, les gardes en partie somptueuses, les repas interminables sur la terrasse en pierre, les sourires glacés des invités triés sur le volet. Mais derrière les apparences, il comprenait maintenant que le domaine était aussi un lieu où se jouaient des négociations bien plus troubles, où des décisions capables de ruiner des vies étaient les prises loin des regards indiscrets. Gérard, en tête, guida le petit groupe à travers un sentier escarpé qui contournait les caméras de sécurité. Ils avaient neutralisé leur téléphone, porté des vêtements sombres et préparé du matériel pour forcer une éventuelle serrure. Élodie, que Julien avait tenté de dissuader de venir, avait catégoriquement refusé de rester en arrière. Antoine avait fini par céder, comprenant que la fillette était aussi impliquée que lui dans cette quête. Elle avançait, silencieuse mais déterminée, serrant la main d'Antoine avec une force étonnante. Ils atteignirent enfin l'arrière du domaine, là où se trouvait la fameuse dépendance. À première vue, il ne s'agissait que d'un bâtiment banal, utilisé autrefois pour le stockage ou les réceptions privées. Pourtant, les notes du carnet et les recoupements faits par Julien indiquaient que ce lieu avait servi à bien d'autres usages. Gérard crocheta rapidement la serrure et la porte s'ouvrit dans un grincement discret. À l'intérieur, l'odeur du bois humide et de la poussière était omniprésente. Des meubles recouverts de draps, des étagères chargées de dossiers, de boîtes et de classeurs leur faisaient face. Ils allumèrent leurs lampes torches, balayant les lieux avec une précision quasi militaire. Julien s'approcha d'un meuble verrouillé, força la serrure avec un pied de biche et découvrit une série de cartons étiquetés avec des années. 2015, 2016, 2017. Chaque boîte semblait contenir des archives soigneusement classées, des contrats, des relevés bancaires, des procès-verbaux de réunion. Mais un tiroir attira immédiatement l'attention d'Antoine. Il portait une simple étiquette manuscrite. « Personnel, MD ». Ses mains tremblèrent lorsqu'il l'ouvrit. À l'intérieur, il trouva plusieurs enveloppes Kraft contenant des documents marqués « confidentiels ». Il les ouvrit à la hâte et ce qu'il découvrit le glaça. Des rapports de filature, des photos prises à la dérobée de Madeleine entrant et sortant de son atelier, des relevés téléphoniques, des échanges de courriels interceptés. Tout indiquait qu'elle avait été placée sous surveillance des mois avant sa disparition. Mais ce n'était pas tout. Un dossier plus épais, relié par une bande rouge, portait la mention « Opération Lit Blanc ». Antoine, stupéfait, parcourut les pages. Il y découvrit le détail d'un plan destiné à faire pression sur Madeleine. Menaces, sabotage financier, harcèlement, jusqu'à l'éventualité d'un enlèvement si elle refusait de céder. Les commanditaires étaient mentionnés de façon à peine voilée. Des initiales, des pseudonymes, mais aussi un nom qui revenait à plusieurs reprises, écrit sans détour. Luc Moreau. Antoine sentit son estomac se nouer. Tout était là, noir sur blanc. Les preuves irréfutables que Madeleine avait été ciblée, traquée, poussée à bout, et très probablement enlevée sur ordre direct de Luc, avec l'approbation tacite, sinon explicite, de son propre père. Gérard, qui fouillait dans une autre partie de la pièce,
s'exclama. « Venez voir !» Ils se précipitèrent vers lui. Derrière une armoire dissimulée sous une bâche, il avait découvert une trappe menant à un sous-sol. Ils descendirent prudemment, découvrant une pièce exiguë sans fenêtre, aménagée sommairement. Au mur, des anneaux métalliques, comme pour attacher quelqu'un. Une table avec des traces d'objets lourds, des bouteilles d'eau, des restes de nourriture périmés. Tout indiquait que cette pièce avait servi à retenir quelqu'un, peut-être même Madeleine. Élodie, les yeux écarquillés, resta pétrifiée. Elle comprenait désormais avec une lucidité terrifiante que sa mère avait très probablement été enfermée ici, privée de liberté, peut-être torturée psychologiquement pour la faire céder. Antoine sentit un vertige le gagner. La réalité dépassait de loin tout ce qu'il avait imaginé. Il comprenait maintenant que la disparition de Madeleine n'était pas un simple dérapage, mais l'aboutissement d'un plan méthodique, froid, conçu pour détruire une vie et protéger les intérêts de sa famille. Soudain, un bruit à l'extérieur les fit sursauter. Des phares de voiture balayaient les murs. Gérard jeta un œil par l'étroite ouverture de la trappe. « On doit partir. Immédiatement. Quelqu'un arrive. » Ils rangèrent en hâte les documents les plus compromettants dans leurs sacs, remontèrent précipitamment, refermèrent la trappe et sortirent par l'arrière du bâtiment, empruntant le même chemin qu'à l'allée. Derrière eux, des silhouettes armées envahissaient la dépendance. Ils coururent, traversèrent les buissons, escaladèrent le muret haletant, poussés par une seule certitude. S'ils avaient été pris, ils n'auraient jamais quitté ce domaine vivant. Lorsqu'ils atteignirent la voiture, le souffle court, Élodie éclata en sanglots. Antoine la serra contre lui, plus déterminé que jamais. Désormais, ils avaient des preuves tangibles. Des preuves capables de faire tomber non seulement Luc Moreau, mais aussi Victor Dubois et tout le réseau de complices tapis dans l'ombre. Cependant, Antoine comprenait aussi que cette découverte marquait un point de non-retour. Il venait de déclarer la guerre à ceux qui avaient cru pouvoir écraser Madeleine et réduire sa fille au silence. Cette guerre, il la mènerait jusqu'au bout, peu importe le prix. Lorsqu'Antoine pénétra dans le grand hall marbré du siège social de Dubois Holdings, il sentit le poids de plusieurs décennies d'hypocrisie, de faux semblants et de trahison familiale lui écraser la poitrine. Chaque mètre carré de cet immeuble, avec ses murs immaculés, ses œuvres d'art hors de prix et ses escaliers en colimaçon dignes des plus grands palais, avait été construit sur les fondations d'un empire qui, désormais, lui apparaissait gangrené par la corruption, la manipulation et la souffrance des innocents. Il n'était plus l'homme qu'il avait été. Désormais, il n'était plus seulement un héritier ou un entrepreneur, mais un homme en quête de justice, prêt à tout sacrifier pour faire tomber le masque d'une dynastie sans âme. À ses côtés, Julien, Gérard et Élodie avançaient d'un pas déterminé. Ils avaient passé la nuit à organiser cette confrontation, à trier les dossiers récupérés au domaine de Saint-Cloud, à recouper les informations, à préparer le moindre détail. Des noms, des dates, des preuves irréfutables, tout était là. Ils n'avaient pas seulement de quoi ruiner la réputation de Victor Dubois et de ses associés, mais de quoi les envoyer en prison pour le reste de leur vie. Le secrétaire du conseil d'administration, pâle comme un linge en voyant débarquer Antoine sans rendez-vous, tenta de protester, mais le regard glacial de Gérard le réduisit au silence. Sans attendre, ils traversèrent le hall, montèrent jusqu'au dernier étage et poussèrent la porte de la salle de réunion où se tenait le comité exécutif. Victor Dubois, assis à la tête de la table ovale en acajou, releva lentement les yeux, d'abord surpris puis glacés. À sa droite, Luc Moreau, les traits figés, serra les dents en voyant Antoine apparaître, accompagné d'un ancien flic, d'un journaliste et d'une enfant dont le visage portait les stigmates d'une vie passée dans la rue. « Qu'est-ce que tu fais ici, Antoine ?» demanda Victor d'une voix tranchante, aussi froide que le marbre sous leurs pieds. Antoine ne répondit pas tout de suite. Il déposa calmement sur la table une pile de dossiers, ouvrit l'un d'eux, en sortit une série de photos, de copies de contrats, de relevés de comptes, de plans d'opération portant la mention « Lys Blanc » et les fit glisser lentement vers son père. « Je viens réclamer des comptes, dit-il d'une voix ferme. Pas pour moi, pas pour l'argent, pas pour le nom, mais pour elle. » Il désigna Élodie, qui se tenait droite, le regard dur, les poings serrés. Victor lança un regard rapide vers la fillette, puis détourna les yeux comme si cette simple vision le brûlait. « Je ne vois pas de quoi tu parles, » répondit-il avec un calme apparent. Mais Antoine,
éclata d'un rire sans joie. Ne perds pas ton temps à jouer les innocents. Tout est là. La surveillance de Madeleine, les menaces, l'opération montée avec Moreau pour la faire disparaître, le faux rachat de l'immeuble, les sociétés écrans utilisées pour blanchir l'argent, les comptes offshore, les témoignages, les enregistrements. Il frappa du poing sur la table, faisant sursauter plusieurs membres du conseil. Vous pensiez que ça resterait caché pour toujours? Vous pensiez que personne ne viendrait jamais réclamer la vérité? Vous avez brisé une vie, vous avez condamné une femme, vous avez laissé une enfant livrée à la rue. Et tout ça, pourquoi? Pour protéger vos profits? Pour préserver vos apparences? Luc se leva brutalement, les poings serrés. Ça suffit. Antoine, tu ne sais pas dans quoi tu mets les pieds. Tu crois que tu peux débarquer ici, faire ton petit numéro et nous faire chanter? Antoine le fusilla du regard. Ce n'est pas du chantage. C'est un acte de justice. Et je te conseille de t'asseoir, Luc, parce que ce que je vais dire va te concerner, toi aussi. Gérard posa alors sur la table une clé USB. Tout ce que nous avons découvert a été transmis à la brigade financière, à la cellule anticorruption, ainsi qu'à 2 rédactions nationales qui publieront demain matin un dossier complet sur vos activités. Le visage de Victor perdit instantanément toute couleur. Il tenta de garder contenance, mais ses mains, crispées sur le rebord de la table, trahissaient sa panique grandissante. Julien enchaîna. « Vous n'avez plus de porte de sortie. Le scandale est déjà public. Dans quelques heures, la presse, les réseaux sociaux, tout le monde saura. Vos avocats ne pourront pas étouffer ça. Pas cette fois. » Luc se rassit lentement, blême, comprenant que la machine était en marche, incontrôlable. Victor, de son côté, tenta encore un dernier coup de bluff. « Tu vas détruire ta propre famille, Antoine. Tu vas salir ton propre nom. Tout ce que tu as, tout ce que tu es, tu le dois à cette entreprise, à cette famille. » Antoine serra les poings. « Justement, c'est bien pour ça que je le fais. Parce que je refuse de vivre dans le mensonge. Parce que je refuse que le nom des Dubois reste associé à la peur, à la corruption, à la souffrance des plus faibles. Je refuse d'être complice. Et si cela doit signifier perdre tout ce que j'ai, alors qu'il en soit ainsi. » Un silence écrasant s'abattit sur la salle. Les membres du conseil, d'ordinaire si sûrs d'eux, échangeaient des regards inquiets. Certains se levèrent discrètement, tentant de s'éclipser, comme si la simple proximité avec Victor et Luc allait désormais les contaminer. Antoine se tourna vers Élodie. Elle lui prit la main, la serra, et pour la première fois depuis longtemps, il sentit une fierté nouvelle l'envahir. Cet enfant n'était pas seulement le fruit d'un passé tragique, elle était la preuve vivante qu'on pouvait briser les chaînes, qu'on pouvait affronter l'injustice, qu'on pouvait choisir un autre chemin. Il regarda son père une dernière fois. « J'ai longtemps cru que tu étais un modèle, que tu étais l'exemple à suivre. Aujourd'hui, je comprends que tu n'étais qu'un homme prêt à tout pour conserver son pouvoir, même au prix de la destruction des autres. Mais moi, je choisis d'être différent. Je choisis de protéger, de réparer. » Victor, livide, se laissa tomber dans son fauteuil, incapable de répondre. Luc fixait le vide, mâchoire crispée, comprenant que son règne de terreur touchait à sa fin. Antoine se retourna, prit Élodie par la main et sortit de la salle sans un regard en arrière. Derrière lui, le vacarme des téléphones qui sonnaient, des membres du conseil qui s'agitaient et des premières sirènes de police qui retentissaient au loin annonçaient la chute d'un empire bâti sur le mensonge et la douleur. La guerre était terminée, mais le chemin de la reconstruction, lui, ne faisait que commencer. Le lendemain matin, Paris semblait plongé dans une atmosphère irréelle. Les gros titres des journaux étalés sur les kiosques révélaient en lettres noires ce que beaucoup avaient toujours soupçonné sans jamais oser l'affirmer. Scandale Dubois, corruption, disparition, chantage, un empire s'effondre. Les visages familiers de Victor Dubois et de Luc Moreau s'affichaient à la une, accompagnés de photos d'archives, de documents fuités et de témoignages glaçants. Les chaînes d'information tournaient en boucle. Les analystes commentaient avec stupeur la chute d'une des plus anciennes et puissantes familles de la haute finance française. Antoine, pourtant, ne ressentait ni satisfaction ni soulagement. Alors qu'il se tenait devant la fenêtre de l'appartement qu'il occupait désormais avec Élodie, il comprenait que la tempête juridique et médiatique n'était qu'une partie du chemin. Ce matin-là, un rendez-vous l'attendait. Un rendez-vous qui, il le pressentait, allait faire voler en éclats tout ce qu'il pensait savoir de sa propre histoire. Quelques heures plus tôt, Gérard avait reçu un appel inattendu. Une femme,
dont l'identité avait été soigneusement tenue secrète, avait contacté le journaliste Julien. Elle prétendait détenir des informations capitales concernant Madeleine et la véritable nature du lien qui unissait Antoine à cette femme disparue depuis tant d'années. Le ton de sa voix, sa précision, la connaissance qu'elle démontrait de détails que seuls les acteurs principaux de l'affaire pouvaient reconnaître, laissaient peu de place au doute. Cette personne disait la vérité. Le rendez-vous avait été fixé dans un petit café discret, à l'abri des regards, dans le quartier de Ménilmontant. Antoine s'y rendit accompagné d'Élodie et de Julien. Dès leur arrivée, une femme se leva d'une table reculée. Elle était élégante, d'une 60aine d'années, les cheveux gris parfaitement coiffés, le regard intense chargé d'émotion et d'une inquiétude palpable. « Antoine, dit-elle en se levant, tu ne me reconnais pas, n'est-ce pas ?» Il resta interdit. Son visage lui était vaguement familier, mais il était incapable de remettre un nom dessus. « Je suis Claire, annonça-t-elle, la sœur de ta mère, ta tante. » Antoine cligna des yeux, abasourdi. Il connaissait vaguement l'existence d'une sœur de sa mère, mais sa famille l'avait toujours tenue éloignée. Elle faisait partie de ces figures effacées dont on ne parlait jamais dans les réunions familiales. Claire prit une profonde inspiration. « J'ai longtemps hésité avant de te contacter, mais après tout ce qui vient d'être révélé, je ne pouvais plus garder le silence. Il est temps que tu saches la vérité, toute la vérité. » Elle posa sur la table un petit coffret en bois, usé par le temps. Elle l'ouvrit et en sortit plusieurs lettres jaunies, des photos anciennes et un acte de naissance. Antoine sentit son cœur s'accélérer. Une intuition terrifiante lui murmurait que ce qu'il allait découvrir allait tout bouleverser. Claire le regarda droit dans les yeux. « Antoine, Madeleine, n'était pas simplement une femme que tu as aimée. Elle était ta demi-sœur. » Le monde sembla se fissurer autour de lui. Il resta figé, incapable de prononcer le moindre mot. Les battements de son cœur résonnaient dans ses tempes avec une force assourdissante. Il tourna lentement la tête vers Élodie, qui, bien que trop jeune pour comprendre toutes les implications, sentait que quelque chose d'immense venait d'être révélé. Claire poursuivit, la voix tremblante mais ferme. « Avant de se marier avec ta mère, ton père, Victor, a eu une relation secrète avec Madeleine. La mère de Madeleine, donc ta grand-mère. C'était une femme issue d'un milieu modeste, comme tant d'autres qu'il a séduites puis abandonnées. Lorsque cette femme est tombée enceinte, Victor a refusé de reconnaître l'enfant. Cet enfant, c'était Madeleine. Elle a grandi sans père, dans le silence, la honte imposée par une famille qui ne voulait pas d'elle. Elle marqua une pause, laissant à Antoine le temps de digérer l'information. Quand tu as rencontré Madeleine, tu ne le savais pas. Comment aurais-tu pu? Tout avait été fait pour cacher cette vérité. Victor a dissimulé l'existence de cet enfant illégitime pendant des décennies. Il a effacé toutes les traces, coupé tous les liens. Mais le sang ne ment pas, Antoine. Cette attirance que tu as ressentie, ce lien si fort, cette impression étrange d'une proximité inexplicable, c'était ça. Vous étiez de la même famille, demi-frère et demi-sœur. Antoine porta les mains à son visage. La nausée le prit. Une boule se forma dans sa gorge. Une douleur sourde, brutale. Chaque souvenir de Madeleine revenait à la surface, déformé par cette révélation monstrueuse. Ce qui avait été une histoire d'amour devenait, sous le prisme de la vérité, un drame familial d'une complexité insoutenable. Julien, qui observait la scène, posa la main sur l'épaule d'Antoine. « C'est inimaginable. » Claire hocha la tête, les larmes aux yeux. Mais ce n'est pas tout. Madeleine savait. Elle l'a découvert peu de temps avant de disparaître. Elle avait trouvé des documents. C'est pour ça qu'ils ont voulu la faire taire. Elle était devenue une menace bien plus grande que ce que vous pouviez imaginer. Elle représentait la preuve vivante de l'hypocrisie de cette famille, de l'infamie de Victor. C'est pour ça qu'ils ont lancé l'opération contre elle. Pas seulement pour protéger des intérêts financiers, mais pour protéger ce secret. Antoine serra Élodie contre lui. Une autre évidence le frappa alors, comme une lame en plein cœur. « Et elle » murmura-t-il en regardant la fillette. Claire le fixa, puis acquiesça lentement. « Élodie est ta nièce, mais aussi la petite fille de Victor. Elle porte le sang des Dubois autant que toi, et c'est précisément pour cela qu'ils n'ont jamais voulu qu'elle vive. Elle est la preuve ultime de tout ce qu'ils ont tenté de cacher. » Le silence qui suivit fut plus lourd que tout ce qu'Antoine n'avait jamais ressenti. Il se sentait à la fois brisé et libéré.
La vérité, aussi terrifiante soit-elle, venait d'éclairer tous les mystères, de donner un sens aux souffrances, aux disparitions, aux non-dits. Mais elle venait aussi avec une responsabilité écrasante. Il prit la main d'Élodie, la serra contre lui et dit d'une voix rauque « Peu importe ce que le sang dit, peu importe ce que l'histoire a été, tu n'es pas un accident, tu n'es pas une honte, tu es ma famille, ma vraie famille, et je te promets. Plus jamais personne ne te fera de mal, plus jamais. » Claire, en larmes, hocha la tête. Elle savait que, malgré l'horreur de cette révélation, une nouvelle famille était en train de naître. Une famille reconstruite non pas sur le mensonge et la peur, mais sur l'amour, la vérité et la volonté de briser, enfin, le cycle de la souffrance. Après la révélation terrifiante qui venait de bouleverser leur monde, Antoine, Élodie et Claire restèrent longtemps assis à cette table de café, presque incapables de prononcer un mot. L'air semblait devenu plus lourd, chaque respiration était un effort. Le vacarme de la ville, les klaxons, les rires des passants, tout paraissait lointain, comme étouffé par le poids du secret désormais révélé. Les certitudes d'Antoine, son identité, son passé, ses valeurs, tout ce qu'il avait construit jusque-là venait de s'effondrer. Mais au milieu des décombres de cette vie brisée, une évidence émergeait peu à peu. Il devait se relever, non plus pour lui-même, mais pour cet enfant qui tenait désormais sa main, pour cette nièce devenue, sans qu'il ne l'ait jamais voulu, le cœur même de sa nouvelle existence. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'événements. La justice, armée des preuves accablantes fournies par Antoine, Julien et Gérard, lança une vague d'arrestations sans précédent. Luc Moreau fut appréhendé à l'aube dans son appartement parisien, tentant de brûler des documents compromettants. Victor Dubois, lui, fut cueilli dans sa résidence secondaire de Deauville, alors qu'il préparait, selon les enquêteurs, sa fuite vers la Suisse. Les médias, déchaînés, relayaient chaque détail de l'enquête, chaque rebondissement, chaque révélation supplémentaire qui noircissait encore davantage l'image déjà ternie de la famille Dubois. Antoine, cependant, se tint volontairement à l'écart de ce cirque médiatique. Il avait donné toutes les interviews nécessaires, livré tous les témoignages demandés par la justice, mais il refusa de se prêter plus longtemps au jeu des caméras et des projecteurs. Ce dont il avait désormais besoin, ce n'était plus de justification, ni même de reconnaissance. C'était de reconstruire, de rebâtir une vie nouvelle, loin des ombres du passé, loin de l'héritage toxique qui l'avait façonné. Le premier pas de cette reconstruction fut de quitter définitivement l'appartement luxueux du 7e arrondissement, dont chaque meuble, chaque tableau lui rappelait la famille qu'il venait de dénoncer. Il trouva un logement plus modeste, mais chaleureux, dans le quartier de Montmartre, non loin de l'endroit où il avait croisé le regard d'Élodie pour la première fois. Ce choix n'était pas anodin. Il voulait que leur nouvelle vie commence là où leur histoire commune avait véritablement pris naissance. La seconde décision, et non la moindre, fut d'entamer les démarches légales pour obtenir la garde complète d'Élodie. La procédure, bien qu'accélérée par la situation exceptionnelle, ne fut pas dénuée d'émotion. Lors de l'audience au tribunal des affaires familiales, Antoine se leva, la voix ferme, et déclara devant le juge « Cet enfant n'a plus personne. Sa mère, disparue dans des circonstances que vous connaissez. Son père, inconnu, ou peut-être lui aussi victime de cette histoire. Moi, je suis son oncle, par le sang, par la vérité que nous avons découverte. Mais plus que cela, je suis l'homme qui a fait le choix de ne plus jamais la laisser seule. Je suis prêt à lui offrir un foyer, une famille, un avenir. » Le juge, visiblement ému, rendit son verdict sans la moindre hésitation. Élodie fut officiellement confiée à Antoine, avec toutes les prérogatives d'un tuteur légal. Lorsqu'il lui annonça la nouvelle, la fillette, d'abord interdite, se jeta dans ses bras, éclatant en sanglots. Mais cette fois, ce n'étaient plus des larmes de peur ni de tristesse, c'étaient des larmes de soulagement, de joie, de sécurité retrouvée. La reconstruction ne s'arrêta pas là. Antoine, qui avait choisi de liquider l'intégralité de ses parts dans l'Empire du Bois, transforma sa fortune en un fonds dédié à l'aide aux enfants sans abri et aux femmes victimes de violences. Il créa la Fondation Madeleine, en hommage à celle dont la disparition tragique avait été le catalyseur de ce bouleversement. Cette fondation ouvrit plusieurs centres d'accueil à Paris et en banlieue, offrant hébergement, éducation, soins psychologiques et réinsertion sociale à ceux que la société laissait jusqu'alors de côté. Julien, de son côté, devint le porte-voix de cette cause, multipliant les reportages, les documentaires,
les conférences pour dénoncer les mécanismes d'injustice sociale et les abus de pouvoir. Gérard rejoignit l'équipe de la Fondation en tant que directeur de la sécurité et responsable des enquêtes sur les disparitions non résolues. Tous, à leur manière, transformèrent cette tragédie en moteur de changement. Antoine, lui, découvrit une nouvelle facette de la vie. Fini les réunions interminables de conseils d'administration, les dîners de gala, les négociations froides et sans âme. Désormais, ces journées étaient rythmées par les rires des enfants qu'il croisait chaque matin dans les centres d'accueil, par les progrès d'Élodie à l'école, par les repas partagés, les promenades dans les ruelles de Montmartre, les devoirs faits ensemble à la table de la cuisine. Élodie, petit à petit, retrouvait le goût de l'enfance. Elle apprenait à sourire sans crainte, à courir sans avoir peur de l'endroit où elle poserait les pieds. Elle découvrait la joie simple d'avoir une chambre à elle, des livres, des jouets, un lit chaud, et surtout un adulte qui, chaque soir, lui murmurait « bonne nuit » avec une tendresse infinie. Un soir d'automne, alors qu'ils étaient assis tous les deux sur le balcon, regardant les lumières de la ville scintiller, Élodie prit la main d'Antoine. « Tu crois que maman serait fière de nous ?» Il serra sa petite main, la gorge serrée. « Je crois qu'elle est plus que fière. Je crois qu'elle veille sur nous. Et je crois surtout qu'elle nous a laissés l'un à l'autre pour qu'on prenne soin l'un de l'autre. » Elle hocha la tête, un sourire timide aux lèvres. « Alors, on est une vraie famille maintenant ?» Antoine la regarda, les yeux brillants de larmes contenues. « Oui, Élodie, une vraie famille. Pas celle que le sang nous impose. Pas celle que l'argent veut fabriquer, mais celle qu'on choisit. Celle qu'on construit jour après jour avec l'amour, le respect et la vérité. » À cet instant, il comprit que malgré le chaos, malgré les blessures, malgré le poids du passé, il avait trouvé ce que ni l'argent ni le pouvoir n'avaient jamais pu lui offrir. Un sens, une raison d'être, et surtout une maison. Le vent d'hiver balayait doucement les rues pavées de Montmartre, portant avec lui une odeur de boulangerie, de bois brûlé et de café fraîchement moulu. Dans cet écrin parisien si vivant, si vrai, Antoine Dubois avançait d'un pas calme, la main fermement serrée autour de celle d'Élodie. Ce quartier, autrefois simple décor de ses promenades distraites, était devenu le symbole de leur nouvelle vie. Chaque ruelle, chaque façade, chaque fenêtre éclairée au loin racontait désormais un chapitre de leur renaissance, un fragment de leur reconstruction. Le passé, aussi douloureux soit-il, ne s'effaçait pas, mais il avait été dompté, affronté et enfin dépassé. Antoine n'était plus cet homme d'affaires froid et distant, habitué aux conseils d'administration et aux négociations sans âme. Il était devenu un homme profondément humain, pleinement investi dans la mission qu'il s'était donnée, réparer, protéger, transmettre. Son visage portait les traces de cette transformation. Moins tendu, moins fermé, marqué par les rides discrètes de ceux qui savent que la vie n'est ni simple ni linéaire, mais qu'elle mérite d'être vécue pleinement, malgré ses cicatrices. La Fondation Madeleine, créée quelques mois plus tôt, avait dépassé toutes les attentes. Plusieurs centres d'accueil avaient ouvert dans Paris et en banlieue, accueillant chaque jour des dizaines d'enfants, de jeunes femmes en détresse, de familles brisées par les accidents de la vie. Les murs de ces centres vibraient désormais des rires des enfants, des conversations animées, des chansons, des espoirs retrouvés. Antoine y passait la plupart de ses journées, aidant, écoutant, organisant. Mais au-delà des chiffres, des programmes éducatifs, des plans de réinsertion, c'était la chaleur humaine, la bienveillance sincère qui faisait de ces lieux de véritables refuges. Julien, toujours journaliste mais devenu bien plus qu'un simple chroniqueur de scandale, collaborait désormais étroitement avec la Fondation. Il animait des ateliers de sensibilisation dans les écoles, produisait des documentaires poignants sur la précarité invisible, dénonçant sans relâche les injustices systémiques. Gérard, fidèle compagnon de route, était resté aux côtés d'Antoine, veillant à la sécurité des centres, mais aussi menant des investigations discrètes pour retrouver d'autres disparus, pour protéger ceux que la société avait appris à ignorer. Élodie, elle, s'était métamorphosée. La petite fille, au regard méfiant, aux vêtements trop grands et aux joues creusées par la faim, avait laissé place à une jeune fille épanouie, curieuse, avide de savoir. Elle allait désormais à l'école du quartier, où elle brillait par son intelligence et sa capacité étonnante à rattraper des années de scolarité perdues. Chaque soir, elle rentrait avec des histoires de camarades, des exercices de mathématiques, des poèmes qu'elle apprenait avec passion,
Elle avait même commencé des cours de piano dans la petite école de musique locale, découvrant dans les notes un apaisement, une forme de langage universel capable de traduire ses émotions les plus profondes. Un après-midi, alors que le soleil déclinait doucement sur la butte Montmartre, Antoine décida qu'il était temps de faire quelque chose qu'il repoussait depuis trop longtemps. Il emmena Élodie au cimetière de Montmartre. Ils marchèrent en silence, entre les allées bordées de cyprès, jusqu'à atteindre une petite stèle de pierre blanche, sobre, sans fioriture. Gravé dessus, un simple nom, Madeleine. Après des mois de recherche, ils avaient fini par retrouver le lieu où, dans le plus grand anonymat, Madeleine avait été inhumée après que son corps fut découvert. La justice avait fini par lever le voile sur ses derniers instants. Elle avait été retenue prisonnière plusieurs jours, mais elle s'était battue jusqu'au bout, refusant de céder aux pressions. Elle avait tenté de s'échapper, mais dans la confusion, elle avait été gravement blessée. Abandonnée par ses ravisseurs, elle avait succombé seule dans un entrepôt désaffecté. Un dénouement tragique, cruel, mais la vérité avait enfin été rétablie. Antoine déposa un bouquet de roses blanches sur la tombe. Il resta longuement silencieux, tenant la main d'Élodie, tous deux plongés dans une prière muette. « Je te le promets, » murmura-t-il enfin, la voix tremblante. « Ce que tu as subi, ce que tu as enduré, ne sera pas vain. Nous porterons ton héritage. Nous veillerons l'un sur l'autre, et nous ferons en sorte que ton histoire serve à protéger d'autres vies. » Élodie, les larmes aux yeux, ajouta d'une voix douce. « Maman, je te le promets aussi, je vais devenir quelqu'un de bien, quelqu'un dont tu seras fière. » Ils restèrent là longtemps, regardant le soleil se coucher derrière les collines parisiennes, le ciel se teintant de pourpre et d'or comme une promesse silencieuse de jours meilleurs. De retour à la maison, Antoine sentit le besoin de poser par écrit tout ce qu'ils avaient traversé. Il passa plusieurs nuits à écrire, retraçant leur histoire, depuis le jour où il avait perdu son portefeuille jusqu'à cette visite au cimetière. Chaque souvenir, chaque douleur, chaque victoire, chaque sourire retrouvé fut gravé dans les pages d'un manuscrit qu'il intitulera simplement « Le poids de la vérité ». Ce livre, il ne l'écrivit pas pour la gloire, ni pour les ventes. Il l'écrivit pour Élodie, pour qu'elle n'oublie jamais d'où elle venait, pour qu'elle sache toujours que, même lorsque tout semble perdu, même lorsque l'obscurité semble totale, il existe des chemins vers la lumière. Quelques mois plus tard, un matin de printemps, Élodie courut vers lui avec un grand sourire. « J'ai une bonne nouvelle, dit-elle en brandissant une feuille. J'ai été acceptée au Collège international. Ils disent que j'ai un potentiel incroyable. » Antoine la souleva dans ses bras, riant, les larmes aux yeux. « Je le savais, depuis le premier jour où je t'ai rencontrée. » Il la reposa et la regarda droit dans les yeux. « Tu vas aller loin, Élodie. Plus loin que moi, plus loin que tout ce qu'ils avaient imaginé pour toi. Parce que toi, tu es libre. Libre d'être toi-même, libre d'écrire ta propre histoire. » Ce jour-là, sur la terrasse de leur appartement, tandis que les hirondelles traçaient des arabesques dans le ciel bleu, Antoine comprit que la vie, malgré ses blessures, ses trahisons, ses tempêtes, pouvait offrir des secondes chances, non pas pour effacer le passé, mais pour lui donner un sens, et que parfois les plus belles familles ne sont pas celles que le sang dessine, mais celles que le cœur choisit de bâtir. Leur histoire faite de douleur, de lutte et de rédemption devenait enfin un héritage lumineux, un dernier héritage, celui de l'amour, de la vérité et de la résilience.